Tu Oui, vois. C'est un peu, il y en a qui viennent de faire leur test de grossesse. Ils me disent, mince, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont des expériences d'illumination, on va dire, qui voudraient que ça soit directement, ça y est, c'est accompli. Et puis qui se rendent compte qu'il y a justement tout un processus de renaissance intérieure qui est en train de se manifester. D'autres qui vivent des grossesses plus ou moins faciles, avec des contractions, des allers-retours chez le médecin, et puis beaucoup de repos. Voilà, c'est pas forcément parce que le corps bouge pendant une grossesse, pendant toute cette gestation. Donc, c'est nouveau. Et puis, il y a ceux qui se retrouvent sur la table en train d'accoucher. Donc là, les douleurs, mieux vaut avoir une péridurale parce que les douleurs d'enfantement, c'est quelque chose. Et puis, il y en a d'autres voilà, qui vivent plus posément et qui font grandir cet enfant intérieur au juste rythme. oui, et d'ailleurs, à la dernière guidance, c'était la semaine dernière, était ressorti en fait le besoin de mettre au jour aussi tout ce qui concerne nos profondeurs, donc tout ce qui nous limite, donc les peurs, les croyances qui nous empêchent de nous accoucher, justement en parlant de gestation, et que c'était la nouvelle lune, et que c'était primordial avant de penser au déconfinement et à ce qui allait se produire à ce moment-là, d'accueillir nos peurs intérieures. Et ça tombe bien puisque là, avec l'enfant intérieur, on va vraiment aborder les profondeurs. Donc, alors je suppose que vous allez avoir des questions, bien sûr, sur l'enfant intérieur. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui nous regardent sur Facebook en live. Si vous avez des questions à nous poser en direct, passez par le lien d'inscription, passez par Zoom pour participer parce que nous ne verrons pas vos questions sur Facebook. Nous ne les voyons pas puisque nous ne sommes pas en direct sur Facebook. Enfin, nous ne regardons pas du tout la vidéo sur Facebook. Nous sommes en fait dans la plateforme Zoom. Donc, le lien d'inscription est sur ma page professionnelle, page Séverine thérapeute holistique. Et il y a la liste des webinaires et la liste des liens pour vous inscrire. Voilà. Et donc, les questions posées via Facebook, on ne pourra pas vous répondre. Par contre, si vous passez par Zoom, vous pouvez directement nous les poser, soit en direct, soit en posant des questions par la messagerie texte. Donc voilà, ça c'est important. Et à tout moment, de toute façon, pour ceux qui interagissent avec nous, à tout moment, vous pouvez poser vos questions. On pourra même peut-être ouvrir les questions à des moments où on va sentir qu'effectivement, il y aura des choses à éclaircir ou des ombres à lever. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment nos points de vue personnels qui sont en lien avec notre propre expérience, en même temps notre propre vie, notre propre histoire, ce que nous avons aussi engrangé en expérience par le biais de nos patients, et bien sûr, toutes les lectures qui nous ont nourris. Voilà, tout ça est là est déposé aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parfait, ce n'est pas la vérité absolue. C'est juste un partage de ce que nous savons aujourd'hui et de ce que nous pouvons vous partager et, ce que l'on pourra éclaircir aujourd'hui. On ne pourra peut-être pas tout éclaircir, car nous n'avons pas non plus toutes les réponses, et heureusement. Voilà, mais sachez qu'on vous dépose là tout ce que nous avons tout ce que nous avons synthétisé de par nos différentes expériences. Voilà. Alors, le sujet de l'enfant intérieur commencerait par se poser la question de qu'est-ce que l'enfant intérieur plus précisément. Alors moi, personnellement, en me posant la question pour aujourd'hui, je ne voyais pas un enfant intérieur. Enfin, je ne vois pas pour moi un seul enfant intérieur. Il y a, selon moi, selon mon propre point de vue, plusieurs enfants intérieurs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours finalement expliqué dans les différents stages aussi
que j'ai animé. Et ça, je vais vous le... Alors, j'ai fait des petits dessins, des petits schémas. Il y en a qui vont être contents. Donc, je vais pouvoir vous montrer en fait mon point de vue sur ces différents schémas. Donc déjà, essayer de définir ensemble qu'est-ce que l'enfant intérieur. Donc s'il y en a plusieurs, qui ils sont, où sont-ils, est-ce qu'on peut les définir en soi? Et après voir, bien sûr, dans la définition de cet enfant intérieur, on va y trouver un enfant, un enfant blessé. C'est surtout, je pense, cet aspect-là qui vous intéresse aujourd'hui. Un enfant blessé, un enfant vulnérable, hein, qui concerne nos fragilités, nos déceptions intérieures, nos frustrations. C'est plutôt sur cet enfant-là, cet enfant blessé, que l'on va concentrer notre énergie afin d'essayer de vous aider à déceler en fait ces fragilités, ces blessures, d'où elles peuvent provenir et comment les guérir, hein, comment les libérer. Et en les libérant, qu'est-ce que cela peut m'apporter aussi dans ma vie? Le titre de webinaire, je l'ai appelé sur Facebook, je l'ai appelé L'enfant intérieur, nos ressources, car c'est en même temps une banque de données incroyable et aussi nos fragilités les plus profondes. Donc, c'est c'est un peu des eaux troubles, l'enfant intérieur, puisque pour moi, c'est une plongée en apnée dans nos profondeurs. On va en même temps y retrouver beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, mais en même temps, et bien sûr, on s'expose à aller rencontrer des parties de nous-mêmes qui sont séquestrées, qui n'ont jamais quasiment grandi, jamais vu le jour. Donc, c'est ce qui se fait en ce moment, c'est ce qui se présente pour vous, puisqu'effectivement, ce phénomène de confinement ressemble effectivement à une grossesse, à une gestation. Et plus on accepte ce lâcher-prise, plus effectivement on va aller dans ces profondeurs. Et il y a, comme par hasard, j'entends parler beaucoup en ce moment de rêves très particuliers, comment dire, des choses qui remontent, très, très douloureuses ou très profondes. On est vraiment dans la réémergence de ce qui était, de ce qui est implanté dans nos profondeurs. Voilà. Donc, c'est approprié. N'hésitez surtout pas après à intervenir pour votre propre cas. Et si nous pouvons essayer ensemble de vous aider à décharger ces inconforts, on va faire du mieux notre possible, bien sûr. Donc, voilà. Alors, je vais commencer. Oui. Est-ce que je peux juste commencer par une phrase voilà, qui me semble importante? C'est, je pense que tous là réunis, ce qu'on souhaite, bon, en tout cas, je pense qu'on y est déjà, et ça, je kiffe, c'est cette nouvelle Terre. Personnellement, voilà, je suis en 3D, ok, mais je suis déjà dans cette nouvelle Terre, on est là pour apporter ce changement. On ne peut apporter ce changement que par notre propre rayonnement personnel, en fait. C'est tout. Après, c'est le divin qui se charge de où, quand, comment, avec qui. Oui. Et en fait, on est en train de transcender des mémoires qu'on ne soupçonne même pas. Certaines remontent à la surface, Oui. effectivement, sous forme de rêves, sous forme de relations karmiques, etc., pour être transcendées. Mais si on revient à la phrase de Jésus, je voulais juste citer dans Matthieu 18, d'où l'importance de revenir comme un enfant intérieur, de prendre soin de cet enfant intérieur, parce que c'est par ce processus de renaissance qu'on peut justement accéder à cette nouvelle dimension. Donc, par ce processus de prendre soin, peut-être pas forcément une renaissance, mais moi j'entends vraiment comme ça, qu'on peut justement basculer et ouvrir ce royaume des cieux. Je vous le dis en vérité, si vous ne changez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà.
Et pour moi, ça a vraiment ce sens aujourd'hui, c'est vraiment de s'accueillir, comme tu disais, bah, dans tous les aspects de notre enfant, et le revisiter, en prendre soin, parce que s'autoriser à être son propre père, sa propre mère, s'engendrer à nouveau, pour que justement bah, le timing divin, il est parfait, nous puissions entrer dans ce nouveau royaume, placer cette nouvelle terre en conscience et faire grandir ces enfants qui seront des adultes accomplis. Voilà. Et on pourrait penser aussi que recontacter l'enfant intérieur, c'est justement recontacter des fragilités, des failles, etc. Mais non, au contraire, cela va vous procurer beaucoup plus de force, beaucoup plus de stabilité. Car en fait, j'imagine toujours l'image de l'arbre. Si je suis coupée de mes racines et que j'accepte pas mes racines, je ne peux pas grandir. C'est exactement cela, hein, refuser de voir, d'aller à un moment donné visiter cet enfant, c'est se refuser à pouvoir être nourri par nos racines et se refuser à grandir, en fait, à être mature. On va parler de maturité forcément, puisque si on identifie qu'il y a un enfant intérieur, ben, il y a forcément un adulte quelque part. Donc comment est-ce que cet adulte va se positionner par rapport à cet enfant? Aussi, ça va beaucoup déterminer notre force en fait et notre ancrage énormément. Oui, parce que par rapport au webinaire qu'on a fait, c'est vraiment, on n'avait pas prévu, mais c'est vraiment tout juste, hein. On a fait justement à la fois le plexus, Oui, euh, voilà, donc c'est vraiment le siège de la volonté, c'est je veux, je peux, je fais. C'est le siège de notre manifestation, de notre solarité. Et là, ce qu'on est amené à vivre justement, c'est de rayonner tout simplement notre vibration, notre joie, notre créativité. et oui. Donc c'est cette sphère du plexus solaire. Ouais. Alors là, je vous affiche mon premier petit dessin. Donc, alors en m'interrogeant ce matin sur qu'est-ce que l'enfant intérieur, voici ce qui est venu un peu en image dans ma tête. Euh, alors, imaginez que ces sphères sont l'une derrière l'autre, en fait. Imaginez que le plus grand cercle qui est devant, qui s'appelle l'enfant blessé, cache le petit rouge enfance, après cache encore celui qui est derrière, l'âme, et enfin derrière le divin. Donc pour le moment, j'ai pu distinguer en fait 4 enfants intérieurs. Il peut y en avoir plus, bien sûr, vous pouvez en définir plus, hein. Et pour moi, si je vais au plus loin, au plus profond de moi-même, hein, et que je souhaite me reconnecter à mon enfant intérieur, on va dire dans sa pureté, dans son innocence, je vois le divin. Je vois le divin avec un désir pur et mes propres désirs purs. Voilà. Pour moi, si on me parle d'enfant intérieur, et si je m'y connecte au plus profond de moi, au plus lointain, je vois le divin. Voilà, dans ce qu'il y a de plus pur, de ce qu'il y a de plus lumineux, de l'amour inconditionnel, de la grâce, euh, de l'innocence, de la joie. Donc voilà ce que je peux percevoir au plus loin. Alors après, si je me rapproche un petit peu plus de moi-même, j'y vois l'âme, c'est-à-dire mon âme, que je dissocie de mon être divin. Ça, je l'avais évoqué dans d'autres webinaires sur l'explication, hein, de mon étincelle divine, de mon âme, etc. Donc mon âme, si je me connecte donc à cet enfant intérieur et je vais un petit peu moins en profondeur, je trouve les aspirations de mon âme. Donc mon âme a des aspirations qui sont liées au divin. Et ces aspirations sont de l'ordre de l'enfant intérieur. On y trouve de la légèreté, on y trouve de l'envie, on y trouve de la découverte, hein, on y trouve un goût pour l'exploration, pour l'expérimentation. Mais il y a aussi, si vous regardez dans la sphère de l'âme, il y a une part d'échec, bien sûr, parce que si je parle de l'enfant intérieur, on va parler de l'enfant blessé. Il y a aussi dans l'âme une part, il y a la part de l'enfant blessé qui n'a pas, on va dire qu'il y a eu des échecs, qui n'a pas complètement accompli tout ce qu'elle a voulu réaliser, l'âme.
Donc, je comprends dans cette sphère-là deux parties distinctes, les aspirations, donc l'envie d'expérimenter, mais aussi est pris en compte quelque part une partie blessée avec les échecs, ce qu'on appelle le karma, tout simplement. Donc, c'est-à-dire ce qui n'a pas été accompli ou ce qui n'a pas été complètement intégré ou achevé. Un peu plus en surface encore, eh ben, je trouve mon enfance, celle que j'ai vécue pendant cette vie. Et alors, elle va finalement, pour moi, se diviser en deux parties. Donc, il va y avoir l'enfant pur qui était empli de rêves, qui est toujours empli de rêves, puisque ces enfants sont tous en vous encore, et ils n'ont pas disparu. Cette enfance emplie de rêves, de magie, avec tous ces rêves, peut-être, je ne sais pas, par exemple, vous avez sûrement, quand vous étiez enfant, une envie d'avoir un métier en particulier, vous aviez des rêves, et vous étiez particulièrement relié à la magie, relié à la joie, à l'innocence, hein, avec toute cette candeur qui est liée à notre enfance. Donc il y a cette partie-là. Et puis enfin, qu'est-ce que je trouve, on va dire, de plus gros qui peut masquer tous ces autres enfants intérieurs? Et bien, l'enfant blessé, on va en parler bien sûr lors de ce webinaire, c'est celui qui porte les frustrations, les déceptions personnelles, qui ont été en gros, on va dire, dans la majorité, provoquées par le monde adulte. C'est-à-dire, ça a été la confrontation de l'enfant, quand vous étiez enfant, aux adultes, donc les parents et tout l'entourage adulte, qui a agi un peu comme une sorte de, euh, comment dire, de filtre, hein, ou qui a permis de valider ou de ne pas valider vos envies d'enfant. Ce qui va après former l'adulte, votre propre adulte. Hein, on verra aussi avec la formation de la personnalité et de l'ego, qui va en fait être engendrée par justement cette confrontation entre l'enfant et l'adulte. Excuse-moi, Séverine, il y a un Oui, peu de grésillement en fait sur ton micro. Est-ce que tu as la possibilité de je peux trop rien faire. Alors, ce que je peux faire, parler c'est pour tout le monde ou pas? Parce que je vois pas le chat comme il y a le participant. je pense que c'est la saturation. D'accord. Je vais essayer de parler moins fort peut-être. Ok. Bon, tu me diras si ça fait quelque chose ou pas. Ok. Donc voilà pour cette partie-là, ce que je distingue en fait selon mon point de vue. Donc je ne sais pas s'il y a déjà des réactions par rapport à ça. Est-ce que ça vous parle? Ah, Céline aussi, tu dis que ça grésille, Sylvie aussi, Marie-Paul aussi. Vous allez me dire, je vais essayer de parler moins fort, je vais éloigner un petit peu plus l'ordi. Là, tout de suite, c'est bon hein, pour moi. Ah bah, c'est en fait ça, c'est que il doit saturer, donc je vais parler moins fort. Je vais vous lire un extrait parce que j'ai revisité aussi, depuis quelques jours, je revisite le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau. Et à la fin du livre, il y a une citation que j'ai trouvée magnifique. Une citation du poète suédois Söderberg. Donc, nous voulons tous être aimés, à défaut être admirés, à défaut être redoutés, à défaut être haïs et méprisés. Nous voulons éveiller une émotion chez autrui, quelle qu'elle soit. L'âme frissonne devant le vide et recherche le contact à n'importe quel prix. J'ai pris ce passage pour illustrer en fait ce que va essayer d'exprimer l'enfant, ce que vous avez essayé d'exprimer quand vous étiez enfant. Et qu'est-ce qui a finalement manifesté toutes ces blessures et ce qui a manifesté la confrontation au monde extérieur. Car l'enfant, dès son plus jeune âge, va en fait devoir se confronter à son monde extérieur par son monde émotionnel et par le monde de ses pulsions primordiales, primaires. Et ça va créer des frottements, évidemment,
qui vont en fait forger quelque chose. Hein. Donc, on va voir que ça va être des blessures, mais qui vont se transformer en comportement, qui vont se transformer en personnalité. Voilà. Donc, je vais quitter cette présentation pour vous présenter la suite. J'espère que les résillements, ça va mieux, qu'il y a moins de gêne. C'est un peu mieux de mon côté. Alors, un enfant avant 7 ans. Alors, pourquoi avant 7 ans? Donc, 7 ans, c'est l'âge qu'on a toujours défini comme l'âge de raison. Tout simplement parce qu'à partir de 7 ans, à peu près, hein, je dis 7 ans, c'est une donnée variable. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Mais à partir de 7 ans, le corps mental se structure. C'est-à-dire que avant cet âge-là, avant 7 ans, le corps mental n'est pas structuré. C'est le corps émotionnel, en fait, qui agit, qui est beaucoup plus présent. Et pour compte, enfin, ça va être justement, notre corps émotionnel va avoir justement toute son utilité à ce moment-là. Alors, la problématique du corps émotionnel, c'est qu'il est très impactant. Justement, ça va être la recherche de l'enfant, justement, suite à ce poème, enfin, cette citation que je vous ai lue. L'enfant va chercher à interagir avec son monde extérieur et les interactions qui vont être essentiellement émotionnelles vont être à la recherche du monde extérieur. Donc, ces interactions émotionnelles, on les connaît bien hein, chez les enfants. Ce sont les pleurs, hein, la colère, la frustration, les oppositions. Mais ça peut être aussi le jeu, la joie, l'amour et les pulsions. Donc, l'enfant va émettre des signaux émotionnels, n'aura pas la capacité de pouvoir raisonner. Quand on dit d'un enfant qui a moins de 7 ans qu'il est capricieux, ça veut dire qu'il aurait une stratégie. La stratégie, c'est mental. Un enfant ne sera jamais capricieux. Un enfant va exprimer quelque chose à travers une émotion. Donc, il va exprimer un inconfort, exprimer un besoin. Il a besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être soutenu, d'être valorisé, ou simplement un besoin d'amour. Donc, cette énergie émotionnelle est une énergie de friction. Elle est puissante hein, quand un enfant rentre dans une colère ou dans des pleurs, c'est très puissant. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces états émotionnels. Nous ne pouvons plus revenir à ces états, sauf quand vraiment il y a de grosses résurgences, des gros sacs émotionnels qui se vident, qui ont été contenus pendant pas mal d'années. Mais nous n'avons plus besoin de rentrer dans ces états, car notre corps mental est formé. C'est-à-dire que nous avons établi nos autorités, nous avons établi nos personnalités, nos attitudes, nos comportements sont établis. Et cet ego, cette personnalité, vont agir comme quelque chose qui canalise notre corps émotionnel. En fonction, bien sûr, de comment nous sommes construits, cette barrière peut être plus ou moins importante, soit nous coupant complètement de notre émotionnel, soit le laissant encore apparent, voire très apparent. Ça dépend totalement de notre histoire. Mais comprenez bien qu'avant 7 ans, quasiment tout se joue et l'enfant va envoyer ses signaux pour éprouver la vie extérieure. Alors, le corps émotionnel est aussi une formidable éponge. Donc, quand il va y avoir une réponse vive, elle va être pleinement vécue, vivement vécue par l'enfant. Elle va être forcément à un moment donné traduite, exprimée en quelque chose. Voilà. Mais avant 7 ans, il y a la pleine ouverture de l'enfant. Il n'y a pas du tout encore de raison, de stratégie mentale.
Donc là, il y a pleine expression et pleine impression. Alors, la suite, du coup. Alors, n'hésite pas si tu veux intervenir. Je te laisse faire, je reprendrai un petit peu après si tu veux, hein. Je te Oui, laisse le déroulement de tes dessins. oui. Donc là, après 7 ans ou un peu plus, ça dépend vraiment des enfants et de l'histoire de l'enfant, de la façon dont il va se structurer. Donc là, c'est l'âge de raison. Excusez-moi pour le petit, la correction, donc l'âge de raison. Donc en fait, ce qui s'est passé suite à toutes ces interactions émotionnelles, donc l'émotionnel est maintenant entouré d'une sorte de coquille qui est le corps mental, que l'on peut aussi considérer comme l'ego, qui est le lieu d'habitation des personnalités de survie. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a envoyé des signaux émotionnels par rapport à des besoins, il a eu des réponses. Et en fait, je vais faire raccrocher un petit peu sur le webinaire que j'avais co-animé avec Elisabeth sur l'ego. Hein, je vais reprendre exactement la même explication. Des personnalités de survie vont émerger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'enfant a toujours la même réponse à une sollicitation vers l'extérieur, il va la valider. Il va la valider en système de survie, c'est-à-dire que si un enfant, on lui dit toujours que en imaginant un enfant qui est très virulent, voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il s'oppose, on va dire qu'il s'oppose, il est méchant, etc. Si on lui valide pas cet état de méchanceté, par exemple, et qu'on lui dit toujours, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois aimable, etc., etc., au bout de 200 fois, il va le valider. Donc, comment ça se passe? Par besoin d'être reconnu, d'être validé au niveau social, peut-être par ses parents plus particulièrement. Il va abandonner cette partie de lui qui a besoin de s'opposer, besoin d'être méchant, et il va valider en survie la personnalité gentille. Voilà. Et ainsi de suite. Après, je vous donnerai d'autres exemples. Voilà comment ça va se passer. Bon, ce qui a été, on va dire, validé par l'extérieur, ou ce qui a été contré, va créer des personnalités, soit qui vont être conscientes, soit inconscientes. Donc, ce qui va être refusé par l'extérieur va être refoulé par l'enfant. Voilà. Et ce qui va créer au fur et à mesure des sous-personnalités, des personnalités inconscientes et conscientes. Voilà. Donc, tout cela, donc les frictions, j'appelle ça vraiment des frottements, les frictions provoquées par les états émotionnels et confrontées au monde extérieur, au monde adulte, vont pas forger une construction mentale en y intégrant des personnalités que j'appelle de survie, puisque ces personnalités, en fait, vont simplement être choisies pour plaire, en règle générale, et le reste va être refoulé. Voilà. C'est ça. Moi, de mon côté, c'est ce que j'appelle l'imago, c'est-à-dire la construction de personnalité. Voilà, ce qu'on appelle en psychopathologie ou en études d'hypnose. C'est-à-dire vraiment comme Usfer, vous pouvez le faire, ce qu'on avait fait, je ne sais plus sur quel webinaire ensemble. En fait, Non, c'était pas sur l'amour et sur les liens toxiques, non. C'est pas ça? Si, je crois. oui, sur les liens, oui, tout à fait, sur les liens toxiques, merci. Et donc, vous pouvez prendre aussi bien les événements, parce qu'en fait, l'inconscient, il engramme, mais tout, tout, tout. C'est ça qu'on a du mal à prendre conscience. Toutes les expériences de vie sont stockées dans l'inconscient. Donc, effectivement, entre 0 et 7 ans, l'enfant, en fait, il est dépendant de ses parents pour son système de survie. Donc, en fait, il va se couper de ses émotions
pour répondre en fait aux autorités parentales et pour ne pas perdre l'amour de ses parents. Donc du coup, si vous avez reçu dans votre enfance, bon, déjà que vous héritez des mémoires de vos ancêtres, mais en plus si vous héritez de trahison, rigidité, mémoire d'alcoolémie, manque d'amour, manque de tendresse, du rejet par rapport à un frère, vous n'avez pas été voulu, désiré, votre père aurait préféré une fille, etc. Tout ça, c'est votre système de survie, comme le dit justement Séverine. Donc, à l'âge adulte, c'est ce que votre inconscient a compris comme système de survie. Donc, vos choix personnels, vos choix professionnels, sentimentaux, etc., vont être dirigés par cette mémoire jusqu'à effectivement comprendre la blessure, l'origine d'eux. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on arrive à l'âge adulte, voilà, 40, 50 ans, tout est extérieurement bien parfait. Sauf que non, c'est une distorsion parce que euh, l'âme a lâché de ses fragments en étant un espace, parce que l'enfant a été un espace de décontamination des blessures non conscientisées des parents. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis Oh, ça. oui, oui, par Voilà. moi, oui. L'enfant s'offre comme espace de décontamination. Et souvent, on voit aussi dans des couples qui se déchirent, etc., l'enfant va prendre le côté, va avoir un rôle de sauveur vis-à-vis du parent qui est plutôt bourreau. Voilà, hein, c'est le syndrome de Stockholm. Et effectivement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'enfant va s'offrir, en fait, comme un espace de guérison pour, oui, pour absorber en fait les charges émotionnelles que le parent n'aura pas mis en lumière. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que c'est un héritage vraiment nocif que l'on transmet de génération en génération. D'où ces mémoires de trahison, d'où ces mémoires jusqu'à la maladie, hein, qui impactent nos cellules, nos corps physiques et nos corps psychiques, émotionnels et mentaux. Voilà. En fait, effectivement, tous ces vécus antérieurs à 7 ans, particulièrement dans ton exemple, en fait, l'enfant qui se positionne en tant que sauveur va devoir en fait sortir de son enfance pour devenir adulte, adulte pour ses parents. Et la plus grosse majorité, effectivement, des gros traumatismes, en fait, est liée au fait que l'enfant n'a pas eu d'enfance. Et que très tôt, il a dû se positionner en fait, effectivement comme médiateur et comme un être guérisseur pour le couple ou un des membres de sa famille, et n'a pas en fait à quitter son enfance trop tôt et va de toute façon tôt ou tard devoir la revivre à un moment donné de sa vie. Donc il y a des crises existentielles dans notre existence qui arrivent à des âges précis, hein. Là, il y a la quarantaine pour beaucoup de femmes et les hommes c'est plus la cinquantaine où en fait tout ce qui n'a pas été vécu pleinement dans cette énergie d'enfance va ressurgir à un moment donné. Donc voilà. Alors, Et je voulais juste oui, rajouter un point sur le fait que retourner à cette mémoire d'enfance, ça nous ramène à notre authenticité. Authenticité vis-à-vis de nous-mêmes et donc authenticité vis-à-vis des autres. Et on peut s'apercevoir, si on est honnête avec soi, combien de casquettes on peut porter quand il y a justement cette défragmentation de l'âme d'un adulte, combien effectivement on va pouvoir changer de casquette ou de casquette. une cachette. La cachette aussi, en fonction des rôles, tu vois. Le rôle, je sais pas, des journalistes, bah, tu vas mettre la casquette du journaliste, etc. Le costume du journaliste, le verbe du journaliste, etc. Si tu es journaliste ou avocat, etc. Et puis, quand tu vas avec tes amis, tu vas avoir un comportement différent. Avec tes enfants, avec tes parents, tu vas avoir un comportement différent. Alors qu'en fin de compte, quand cet enfant intérieur, il reçoit tout ce socle affectif de nous, ses parents, quand on s'engendre à nouveau, bah, en fait, on est le même partout. Il n'y a pas de différence. Bien sûr. Bah, Voilà. les personnalités, C'est c'est un peu beaucoup plus agréable à vivre, bien sûr. beaucoup moins fatigant. Bah, on accède plus à l'être qu'au paraître. Alors là, selon les âges, les stades, on va dire, alors ces âges sont donnés vraiment à titre indicatif, hein, ça peut être un peu moins, un peu plus, qui correspondent en fait entre 0 et 6 ans aux étapes les plus importantes de l'évolution de l'enfant. Voici à peu près où se situent donc les 5 blessures les plus importantes vécues pendant l'enfance.
La première étant dès la naissance, la blessure du rejet. Alors, si tu veux, Anne-Laure, Elisabeth, pardon. Anne-Laure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, enfin, si tu le veux, c'est décrire en fait que sont exactement ces blessures pour les définir, parce que je trouve que souvent, elles sont mal interprétées ou mal perçues, ces blessures. Donc, de la naissance à peu près jusqu'à 1 an, on a la blessure du rejet. De 1 à 3 ans, les deux blessures potentielles vécues à ce moment-là, l'abandon et l'humiliation. Un peu plus tard, on va dire, on peut dire ça entre 2 et 4 ans, la blessure de la trahison. Et enfin, avant l'âge de 6 ans, la blessure d'injustice. Alors, le rejet. Alors, il y a d'autres blessures aussi, hein. Oui, La non-reconnaissance, il y a les blessures du masculin et du féminin qu'on porte tous aussi, hein, le petit garçon et la petite fille, l'impuissance pour les blessures du masculin et la culpabilité, qui est une sacrée blessure aussi pour les blessures du féminin. Effectivement, moi, ce que je veux rajouter à ce que tu dis, c'est comment on les vit, ces blessures. On en a déjà parlé, mais c'est important parce qu'en fait, c'est tout à fait ça. Les relations que l'on vit ensuite, hein, que ce soit avec nos parents, nos enfants, bien sûr, parce que c'est la sphère affective la plus proche, notre chérie, et toutes nos relations, ce sont des relations miroirs qui nous amènent à nous découvrir, à savoir qui l'on est. Et à sortir de ce triangle de Karpman, et particulièrement, effectivement, je dirais, avec nos parents et avec nos enfants. C'est pas seulement qu'avec l'extérieur. Oui, je vis une relation, j'ai un bourreau au travail, etc. Oui, mais effectivement, dans notre nucléon familial, dans la sphère la plus proche, c'est là où on peut revisiter ces blessures profondes. Et alors, il y a 3 façons de vivre une blessure. Soit on la rejoue, hein, en mode victime, soit on la refoule en mode déni, soit l'idée, c'est de la sublimer, justement. On est là pour ça. Et à mon sens, on dit souvent en psychopatho, oui, on a une blessure. Mais personnellement, quand j'ai lu le livre de Louise Bourdeau, que j'ai fait les études en hypnose, etc., que ce soit en ericksonien, en humaniste, en fait, je pense qu'on a toutes les blessures. Voilà. oui. On n'est pas incarné dans cette période par hasard. Donc, pourquoi? Parce que notre blessure d'enfant nous amène à conscientiser qu'on porte aussi les loyautés transgénérationnelles, on porte les lignées de nos ancêtres et on porte nos mémoires karmiques. Donc, s'enfanter à nouveau, c'est pour ça que l'enfant intérieur, c'est pas en un week-end de thérapie. C'est nous amène toujours ce processus ascensionnel, hein, à aller reconnecter en fait des blessures nettement plus profondes et à revenir dessus par cet enfant intérieur, à amener justement de la douceur, de la paix, de la bienveillance, voilà, du pardon dessus. Et on repasse par cette sphère du plexus solaire pour une petite machine à laver émotionnelle, pour ensuite l'ancrer dans la terre et transcender ces blessures. Donc, soit on rejoue, soit on refoule, soit on sublime. Et puis aussi, en fait, il y a 3 façons de se protéger d'une blessure. Donc, soit on banalise, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent en séance et qui disent, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas bien, alors que tout, normalement, devrait aller bien. Voilà, j'ai un bon job, mari, des enfants, une belle maison, une belle voiture, le chien, etc., la totale. Et en fin de compte, parce que l'enfant, souvent les blessures de l'enfant roi ou de l'enfant sorcier, c'est qu'il n'a on n'a pas écouté ses émotions et surtout on lui a dit c'est pas grave. Si tu tombes, tu te fais mal, c'est pas grave. C'est jamais grave, faut pas s'écouter. Donc du coup, en fait, l'adulte qui ne s'est jamais écouté, eh bien du coup, il va banaliser ce qui n'est pas banalisable. Tu vois, mais quand l'enfant il a été frappé à coups de ceinture, mais c'est pas grave, j'ai reçu oui, quelques coups. Et puis aussi, mon grand-père, moi, il faisait un peu touche-pipi avec moi, j'avais 5 ans. Et puis aussi, mon frère, à 13 ans, il a eu des attouchements avec. Oui, mais bon, c'est pas grave, j'en ai pas parlé, etc. Mais c'est des bombes à retardement. Mon père me traitait de connasse, etc. Mais tu sais, mais quand l'enfant, il a appris que c'était normal, donc, du coup, ensuite, il va reproduire. Il s'étonne quand ensuite, à date anniversaire, ils disent dans le couple, tout d'un coup, ah, mon partenaire, c'est devenu un vrai gremlin, alors que ça se passait bien. Tout d'un coup, il s'est mis à m'insulter. Je n'ai pas compris pourquoi. À m'humilier. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais pourquoi? Ben, parce qu'on a reçu ces programmes-là. Et que l'enfant, justement, eh bien, il porte tout cet héritage-là en lui-même. Donc, il y a soit la banalisation,
soit le déni, c'est-à-dire la projection. Alors, tous ceux qui ne veulent pas faire le travail, c'est ça, hein, ça va être par la colère, par la manipulation, par le rejet, oui, par la manipulation, par le jugement, beaucoup. Ou alors, ce sera de la projection. C'est-à-dire l'autre qui porte ces mêmes blessures, en fait, il va te les renvoyer en miroir. Alors, si en plus, toi, tu n'as pas fait le travail de libération de ton enfant intérieur, tu te prends en plus les blessures de l'enfant intérieur de l'autre en miroir. Ça, c'est intéressant. Tu voulais qu'on parle de la blessure du rejet plus? Peut-être décrypter un peu plus ce qu'elles sont plus précisément, en fait. Qu'est-ce que le rejet, qu'est-ce que l'abandon, etc. Ben, le rejet, par exemple, là, on vient de l'évoquer, c'est l'enfant, ça peut hein, mais les cas de figure sont… Oui. Et encore une fois, on peut remonter, c'est-à-dire que ça ne peut se voir qu'en thérapie, en rassemblant les morceaux du puzzle, parce que, encore une fois, pour moi, on les revisite toutes, mais elles n'ont pas forcément une cause qu'on peut mettre en lumière d'origine de cette vie, mais ça peut venir d'une blessure de rejet d'une autre vie, d'une mémoire karmique, ou d'une blessure de rejet familial ancestral. Donc, mais sur le fond, en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu d'amour, qui n'ont pas reçu de câlin, de tendresse, qui ont reçu tout le socle matériel, la sécurité, voilà, le correct, en tout cas ce qu'eux considèrent comme correct. Mais ils n'ont pas reçu d'affection, de socle d'amour, donc ils n'ont pas reçu l'essentiel. Mais pour eux, ils n'en ont pas conscience. Donc ça va être dans le mode je rejoue, ça va être un adulte qui va avoir une confiance en soi à zéro, qui va se sentir complètement transparent aux yeux du monde. Et dans le mode je refoule, ça va être un adulte qui va être hyperactif, qui va vouloir voilà, briller sur scène, être le leader, qu'on l'aime, etc., etc. Et quand cette blessure est sublimée, ça va être quelqu'un qui va réunir justement les opposés. Voilà, ça va être donc dans le mode je rejoue, ça va être quelqu'un qui va pas arrêter de prendre soin des autres, ça va être quelqu'un qui va être dépendant affectif, quelqu'un qui ne s'accorde jamais du temps et qui va bosser 15 heures par jour à rendre service à l'autre. Donc la loi de l'équilibre, elle n'est pas juste. Ça va être quelqu'un qui va se disperser, qui n'a pas de méthode suffisante et qui n'arrive pas à mener à terme ses rêves, donc qui va en fait mener à terme les rêves des autres. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça te parle aussi. Mais complètement. Voilà. Après, tu veux qu'on fasse les autres? L'humiliation, est-ce que je l'ai noté par exemple? Pourquoi pas, oui. L'humiliation, alors, l'humiliation, ça va être encore une fois un adulte qui va vraiment porter un sentiment perpétuel d'infériorité. Donc, encore une fois, l'enfant intérieur, c'est vraiment relié à la confiance en soi. Rejouer en mode refoulé, ça va être quelqu'un qui va développer un complexe de supériorité, mais qui va cacher un vide abyssal. Donc, ça peut être effectivement des relations perverses, narcissiques, etc. Quelqu'un de vide, mais qui, donc, du coup, va développer un énorme complexe de supériorité. Ça peut nous parler en ce moment, la blessure d'humiliation, parce que, voilà, au niveau collectif, on voit à quel point, en fait, on peut aussi voir des personnes qui ont besoin de ce sentiment de supériorité, de contrôle, de diktat, et puis d'autres qui vont se sentir inférieurs et soumis. Donc, revisiter nos blessures a un sens par rapport à ce que l'on vit au niveau collectif aujourd'hui. Sinon, on arrêterait de supporter du jour au lendemain, on aurait tous basculé en 5D. On serait tous dans le nouveau monde. Si on n'avait pas les blessures d'enfant, mais pas une seconde, on supporterait ce qu'on est en train de supporter. On serait tous dehors, on serait tous en train de danser sur la plage, on serait tous en train de manifester notre créativité avec conscience et sagesse. Voilà, donc d'où l'importance de prendre soin de son enfant intérieur. C'est dire l'état abyssal du vide qu'il y a chez certains, tu vois, qui refoulent. Ou le taf. Et donc, voilà, il n'y a pas d'exemple particulier, sauf d'être lucide, de voir à qui on donne son énergie, justement, l'énergie de son enfant intérieur, à qui on donne ce feu intérieur vital. Combien de temps par jour En fait, l'enfant, c'est déconnecté. L'enfant, il sait, il n'est pas déconnecté des anges avant 7 ans. Il a toujours cette connexion au divin.
Et en fait, on nous fait perdre cette connexion divine. Pour moi, en fait, la clé, elle est là. C'est-à-dire se permettre, en redevenant le petit enfant qu'on était, de se reconnecter à la source. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On donne nos clés, les clés de notre vie, au dieu de l'argent, au dieu du pouvoir, au dieu de la consommation, au dieu de la technologie, de l'intelligence artificielle, alors qu'on a cette technologie d'intelligence naturelle, au dieu de la politique, au dieu des médias, des masses médias, au dieu de la surconsommation des GMS, etc., etc. Enfin, je sais pas, ça vient en résonance avec ce Ah que tu... bah, complètement, à partir du moment où tu n'investis pas ta puissance, tu la confies forcément à quelqu'un, hein. Voilà. Mais tout ça, ça vient d'une blessure d'humiliation. Mm. Et alors, sinon, on n'admettrait jamais ce qui se passe actuellement. Et c'est là où ça nous fait prendre conscience à quel point on peut être justement porteur de mémoire inconsciente. Dans la blessure d'abandon, c'est soi-disant la pire parce qu'elle signifie la mort. Mm. Parce qu'un enfant qui a été abandonné, alors la blessure d'abandon, oui, effectivement, je suis d'accord avec les âges. Euh, En complément, je dirais qu'effectivement, en plus, la blessure principale, souvent, elle est acquise les premiers mois de l'enfance ou héritée par les parents. Donc, c'est-à-dire que souvent, les parents ont puisqu'un couple, c'est une association de blessures, le père et la mère vont porter cette même blessure d'abandon, ce que j'évoquais aussi la dernière fois. Et donc, on va aussi, donc, par héritage, porter cette blessure. L'abandon rejoué, ça va être un adulte qui a du mal à maintenir des relations durables. Et refoulé, ça va être quelqu'un qui va partir, voilà, qui va abandonner sa famille, qui va abandonner son foyer, ses enfants, etc., son ami, ses travail. Sublimé, ça va être quelqu'un qui va concilier. Encore une fois, ça va être quelqu'un qui va trouver le juste milieu. Mm. Après, la trahison, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir pour soi-même et puis pour les autres, quelles sont les professions qui ont été choisies. Par exemple, si on vient à la blessure d'injustice, eh ben, il y aura beaucoup d'avocats qui auront eu la blessure d'injustice, pas forcément mise en lumière, mais voilà. Ou pourquoi il y a beaucoup de médecins en général ou d'infirmiers, c'est par vocation. Ou alors c'est par loyauté qu'on fait aussi un travail. Donc, est-ce que j'ai noté la blessure de la trahison? La blessure de la trahison, c'est souvent des promesses qui n'ont pas été tenues de la part des éducateurs. Voilà, les parents qui ont dit oui, oui, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis en fait, vous n'avez jamais eu ce que vous a promis. En mode je rejoue, ça va être quelqu'un, un adulte qui va toujours continuer de se faire avoir, qui va être naïf. Et en mode je refoule la blessure, ça va être un adulte qui va être limite paranoïaque et qui va faire confiance à personne. Et quand la blessure de la trahison est sublimée, et bien du coup, on va pouvoir être entouré de personnes qui ne mentent pas, qui sont honnêtes, que ça soit dans la sphère, voilà, qui sont intègres, euh, avec qui voilà, on a une relation juste, harmonieuse, sans mensonge, en esprit et en vérité, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Surtout aussi être loyal envers soi-même. Pardon? Justement, et aussi d'être en capacité d'être loyal envers soi-même. Oui, complètement. Se respecter, etc. Parce que ça, c'est une grosse problématique aussi de la blessure de la trahison. C'est de ne pas être capable d'être loyal envers soi-même avant tout. Donc la trahison est d'abord vécue extérieurement, en fait, hein, et revécue à travers le couple, à travers les relations amicales. Ça, c'est typique. Hein. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la maturité fasse et les expériences fassent que, bah, on conscientise que finalement, on n'est pas si loyal que ça envers soi-même, hein, dans la profondeur. Voilà. Oui, et donc trahison, c'est souvent trahison mensonge, c'est le chakra de la gorge, c'est aussi tous les non-dits, tous les mensonges, comme tu dis, les mensonges aux autres et les mensonges à soi-même. Mm. Et même les petits mensonges, c'est pas beau. C'est pas beau pour toi. Et encore une fois, quand on l'est vis-à-vis de soi-même, bah, du coup, on voit que l'autre ne l'est pas. C'est-à-dire, en fait, on lève le voile sur toutes ces manipulations, tous ces mensonges, et on ne nous fait plus gober ce qu'on essaye de nous faire gober à travers les pubs, voilà, à travers les mots. Et les mots ont une puissance, un impact extraordinaire. Et ensuite, il y avait la blessure d'injustice.
eh ben, rejouer, ça va être un adulte qui ne voit que le côté noir et les côtés injustes des situations. Voilà, c'est quelqu'un qui va être très, voilà, très pessimiste en cette période, qui va absolument pas voir le bon côté des choses, qui va tendre encore une fois son pouvoir à l'autre et qui va se planter devant les chaînes info H24. Voilà, limite en jouissant en fait comment dire, de ruminer à longueur de journée des idées noires. Tu voulais rajouter quelque chose, c'est vrai? Il y a aussi, on trouve beaucoup des enfants qui ont eu des enfances. Un des deux parents a été très exigeant, en fait. Hein. C'est un enfant qui a manqué de justice, donc n'a pas été justement considéré à sa propre valeur. Généralement, ce sont les enfants qui ont été poussés, par exemple, à être performants à l'école, à être performants dans le sport, voilà, à être lisse, parfait, etc. On retrouve beaucoup l'injustice dans cette éducation-là. Oui. Et qui va être du coup très dur vis-à-vis de lui-même Oui. quand c'est en mode je rejoue. Et quand c'est en mode je refoule, ça va être quelqu'un qui va être un dictateur, Mm. qui va imposer sa propre justice. Mm. Voilà. Donc oui, à se poser la question dans le contexte actuel, est-ce que vous êtes anxieux de ce que vous vivez actuellement ou est-ce que vous êtes confiant? Voilà. Est-ce que vous pensez que pourquoi j'ai atterri là dans ce monde si injuste ou est-ce que vous pensez que voilà, malgré tout ce que l'on connaît, finalement tout est juste? Est-ce qu'on fait voilà, est-ce que on donne du crédit 100% à ce que l'on veut bien nous dire dans les masses médias ou est-ce qu'on va passer du temps et de l'énergie, donc à avoir cette discipline justement pour nous-mêmes, à aller activer notre propre libre arbitre en choisissant les informations qui sont justes pour nous. Voilà. Tout ça, ça va être en relation quand même avec la blessure d'injustice, je pense. Mais encore une fois, comme tu le disais au début, nos blessures, elles sont responsables de nos défauts, mais aussi de nos qualités. Et plus on les transcende, plus justement on fait de nos défauts en fait des qualités. En tout cas des tremplins pour être plus libre, plus heureux, plus indépendant, plus accompli. Alors, je vais poursuivre. Alors, une fois adulte, donc qu'est-ce qui se passe avec ces parts qui ont été refoulées, ces parts qui ont été, on va dire, acceptées, validées. Donc ici, l'enfant intérieur est là. Il est toujours présent, il ne disparaît pas. Aussi bien l'enfant innocent que l'enfant blessé et qui porte encore tous ses espoirs ou ses rêves. Donc ça ne disparaît pas. Par contre, là, l'ego s'est formé, les personnalités se sont formées. Alors ici, c'est vraiment une illustration simplifiée. C'est bien plus complexe que ça, mais c'est vraiment pour expliquer comment ça se passe au niveau de l'inconscient quand l'enfant a été confronté, on va dire, à différentes soit validations, soit interdictions. Donc il y a pour moi deux parties distinctes qui vont se former. Donc l'ego conscient, et j'en avais parlé la dernière fois, et l'ego inconscient. Dans l'ego inconscient, on va trouver tout ce qui a été renié et inacceptable, jugé inacceptable par d'abord l'extérieur, le monde extérieur, puis confirmé par l'être, hein, par l'individu, qui a aussi validé que c'était inacceptable. Donc, on trouve dans cet espace tout ce qui n'a pas été accepté par la réalité, on va dire. Et dans le conscient, ce que j'appelle l'ego fonctionnel, a été validé ici tout ce qui est acceptable, tout ce qui a répondu, on va dire, favorablement au monde extérieur. Donc, je prends un exemple ici, l'exemple d'un individu lambda qui
dans son fonctionnel, a validé que être gentil, c'était bien, donc il est gentil. Que la générosité, c'était bien aussi, donc il est devenu généreux. Il est carriériste parce que, en fait, ses parents n'ont cessé de lui mettre la pression pour être parfait à l'école et puis pour poursuivre ses études et puis pour avoir un métier digne de ce nom. Donc, il est devenu carriériste. Et pourquoi pas aussi traditionnaliste, puisque sa famille lui a toujours expliqué l'importance des valeurs familiales, ancestrales, etc., etc. Il n'y a pas de jugement dans cela, hein, mais vraiment un exemple ici de ce qui a été validé, accepté par le conscient, donc ce qui est fonctionnel, ce qui apparaît. C'est vraiment l'apparence de la personne. Par contre, évidemment, il a rejeté ce qui n'était pas acceptable par son entourage familial, ses parents. Donc finalement, ces pulsions d'opposition ont été ici rejetées, ici, par rapport à l'être gentil. Hein. Ces pulsions d'égoïsme ont été rejetées complètement et en laissant apparaître, on va dire, une générosité de paraître, on va dire. Le carriériste, forcément, cache un fainéant ou la fainéantise refoulée. Et le traditionnaliste va aussi masquer un être fantaisiste ou voilà, qui est plutôt, qui était plutôt dans sa jeune enfance quelqu'un de léger ou quelqu'un qui ose ou qui est aventurier. Voilà. Alors tôt ou tard, donc ce qui est apparent, c'est ce qui a été accepté, validé par l'ego conscient, l'ego fonctionnel. Alors ça va être dans le temps problématique puisque l'apparence, la vitrine va finir par se fissurer, puisque ça, ce sont des personnalités à faible énergie, à faible charge émotionnelle. Donc avec le temps, elles ne vont pas se maintenir. Elles vont s'effriter avec les confrontations dans le monde professionnel, monde personnel, relationnel, etc. Et là, ici, ce qui a été renié est latent et va ressurgir avec le temps parce que ces charges émotionnelles sont puissantes. De toute façon, elles vont un jour ou l'autre ressurgir. Alors, lors de crises personnelles, généralement, où l'apparence va s'effondrer et va réapparaître, ces parties refoulées vont réapparaître donc dans des crises émotionnelles très puissantes, hein, parce que ces charges, en fait, pendant ce temps, n'ont pas arrêté de gagner en puissance. Et en règle générale, on percevra chez ces personnes une immaturité émotionnelle. Donc, par exemple, de piquer les colères, d'être peut-être dans une sorte dans des névroses ou dans des essais de contrôle, de puissance, ou au contraire des êtres fuyants qui vont du jour au lendemain en fait s'effondrer ou fuir carrément. Voilà. Donc la maturité, en fait, la maturité émotionnelle la clé serait dans le travail, dans ce travail justement d'accueil de ces parts rejetées, de ces parts reniées, en fait, et simplement de les accueillir. On verra ça juste après. Comment est-ce qu'on peut faire quand on commence à être conscient de cet enfant intérieur blessé hein, qui a été refoulé? Comment est-ce que je peux faire pour désamorcer ces charges émotionnelles latentes? Comment est-ce que je peux faire dès maintenant pour entamer ma guérison et entrer dans une véritable maturité, comme le disait tout à l'heure Anne-Laure, en capacité en fait d'être dans un juste milieu, ce qui n'empêche pas de ressentir bien sûr d'avoir une vie émotionnelle, ça n'a absolument rien à voir, mais une vie émotionnelle équilibrée et saine, hein, qui n'aura pas d'effet destructeur, donc qui n'aura pas pour effet de contrôler le monde autour de soi.
Voilà, j'ai noté le naturel revient au galop. C'est souvent ce qui se passe généralement dans les relations amoureuses, où justement ces personnalités fonctionnelles se mettent en avant et elles jouent leur rôle justement de montrer ce que l'on a appris en fait pendant notre éducation. Donc il fallait être ceci, cela pour être bien. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que il y a des, des personnalités ou des états qui ressurgissent dans la relation parce qu'il y a quelque chose il y a une confiance qui s'établit, donc on se relâche. Donc les personnalités d'apparence disparaissent elles sont très faibles finalement, elles ne tiennent pas très longtemps. Et vont apparaître les premières crises, généralement, donc les premières disputes, les premiers états émotionnels, et qui vont montrer, en fait, mettre au jour les, les parts d'enfants blessés. Ce que disait tout à l'heure aussi Anne-Laure, effectivement, un couple, c'est deux personnes qui se réunissent, c'est deux enfants blessés qui se réunissent et vont jouer à l'intérieur de ce couple va se jouer la tentative de réparation ou de complétude, on va dire, ou de comment je vais appeler ça oui, les deux enfants intérieurs vont essayer simplement de se réparer l'un l'autre. Alors, tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur des enfants blessés, puisque dès le départ, dans la majeure partie des situations, quand il y a rencontre amoureuse, ce sont les deux personnalités fonctionnelles qui se rencontrent, donc que des apparences. Elles vont s'effriter avec la relation et c'est pour ça qu'au bout de quelques années, deux personnes en fait, ont l'impression en fait, de chacun vivre avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu, bien évidemment, puisque ressurgissent à un moment donné les vraies personnalités et les vrais enfants blessés derrière ces masques. Voilà, donc la maturité, bien sûr, est importante, bien évidemment, à tout niveau, pas que dans la relation amoureuse, dans la relation professionnelle aussi, se joue aussi énormément de tactiques et stratégies relationnelles et se joue aussi quelque part derrière les enfants intérieurs blessés. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Anne-Laure, par rapport à ça? C'est ce que tu... Non, non, pour continuer ta phrase, oui, complètement, c'est en fait tous les systèmes non intègres qu'on a connus, tous les systèmes non intègres des autorités parentales, éducatives, religieuses, culturelles, eh bien, sont les mémoires que l'on porte et dont on est en train de se défaire, encore une fois, comme cette thérapie de l'artichaut. Et revisiter l'enfant intérieur permet justement d'aller balayer tout ce spectre et tout désencombrer de nos matrices qui sont cristallisées. C'est comme des bleus de l'âme, en fait. Et en fait, on va apporter du soin, on va soigner les bleus de l'âme de cet enfant intérieur. Une fois qu'il n'a plus de bleu, qu'il n'a plus de bobo, eh ben, il est bien. Il est juste bien là, dans l'instant présent. Et en fait, l'enfant, il est spontané, il ne cherche rien, il n'attend rien. Il a une foi totale en la création, en la source. Il est reconnecté à la nature, il est spontané, il est authentique. Voilà. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on passe par cet enfant intérieur, on passe de l'avoir. Et en fait, on a appris à avoir de l'amour de façon conditionnée, à être l'amour, à se rayonner l'amour, et puis à le quémander. Voilà. Il y a personne d'autre qui peut faire ce travail que vous-même, même si on recherche à travers la relation à se, à se trouver finalement, parce que la relation est quand même primordiale dans notre existence, parce qu'elle nous permet de nous reconnaître, d'activer des potentiels. Donc c'est important, mais par contre, l'autre ne doit pas devenir un objet, en fait, de réparation. Donc on va le voir là juste après, c'est que comment est-ce que je peux, moi, apaiser, guérir cet enfant intérieur. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui pouvait le faire. Et ce qui me traverse là aussi, c'est que, en règle générale,
Alors, les blessures liées à l'enfance ont pour la plupart été causées indirectement par les parents, selon différentes histoires, différents vécus, et ce qui pourrait nous empêcher, en tout cas à mon sens, de guérir cet enfant intérieur, c'est de rester sur la comment dire, de rester comment dire ça, sur la victimisation, hein, sur en fait le fait de vouloir encore en vouloir à vos parents de ce qu'ils ont pu vous faire vivre. Ça, je sais que c'est un cap à passer et ce qui va vraiment après derrière vous permettre de commencer à dénouer les nœuds hein, de cet enfant trituré, blessé. Ce qui peut aider, alors déjà si vous êtes déjà parent, ça peut déjà commencer à vous aider. Et c'est vrai que quand on commence à devenir parent, c'est là qu'on commence à comprendre mieux nos parents. Parce que, bah, évidemment, on vous présentait très souvent sur les mêmes propositions, les mêmes blessures, les mêmes défis. Et vous commencez à vous dire, ah bah oui, effectivement, je comprends mieux mes parents, pourquoi ils ont réagi comme ça. Vous savez très bien que en étant déjà devenu parent, vous faites ce que vous pouvez avec votre enfant et avec les outils que vous avez. Donc, imaginez bien que vos parents ont fait pareil avec vous. C'est qu'ils ont fait comme ils pouvaient, avec les ressources qu'ils avaient, comment eux aussi ont été éduqués et reçus dans la famille. Et ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc, on fait avec ce qu'on a. On ne peut pas faire avec ce qu'on n'a pas. Donc déjà, ça peut aider énormément à déjà essayer de prendre du recul par rapport à vos vécus et à vos traumas d'enfance. Commencez à prendre ce recul en vous disant de toute façon, ils ne pouvaient pas faire mieux et ont fait au mieux par rapport à ce qu'ils possédaient en exemple, en ressources, hein, bien sûr. Alors je sais que ça ne peut pas tout résoudre et ce n'est pas instantané, mais commencez par là et commencez en fait, à se diriger vers le pardon. Voilà. Ce n'est pas encore la fin du voyage. Parce que ça, c'est juste la différenciation, la distanciation de notre vécu par rapport au vécu de nos parents. La prochaine étape, une fois que ça, c'est à peu près intégré, c'est de comprendre que en se dissociant de nos parents, nous activons nos parents intérieurs. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, Anne-Laure, un enfant, effectivement, quand il est dans l'être, il a besoin de rien. Il n'a absolument de rien. Il est complet. Il est dans la joie, dans le rayonnement, dans l'innocence. Rien ne peut lui arriver. D'ailleurs, les enfants osent énormément de choses, n'ont absolument pas peur. Donc, il ne manque rien. Sachez que vous avez ça en vous et que vous avez la faculté aussi d'éveiller vos parents intérieurs qui n'ont rien à voir avec les parents que vous avez eus. Et ça, c'est un couple qui existe en vous, hein, qui est relié au masculin intérieur et au féminin intérieur, et qui est un formidable outil de guérison de son enfant intérieur, donc de rétablir la Trinité à l'intérieur de soi. Alors, je sais que ça peut paraître un peu étrange comme idée d'être parent de soi-même, mais je peux vous dire que c'est un formidable outil, et même plus qu'un outil, puisque c'est un état d'être que nous avons vécu avec Anne-Laure, et ce qui a permis de pacifier ces mémoires d'enfants blessés. Alors, je vais vous montrer pour cela un dernier schéma. Donc ici,
On va dire, j'ai mis dans une sphère tous les enfants blessés parce que il n'y a pas qu'un enfant blessé, il y a plusieurs enfants blessés à plusieurs stades de sa croissance. Donc, par exemple, ici, 6 mois, 1 an, à 3 ans, 4 ans, tu réunis tout dans la même sphère. En fait, l'idée est de se positionner, une fois que vous avez fait ce recul, où vous avez effectué ce pardon par rapport à vos parents, vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle une vision consciente. Donc, c'est d'aller embrasser tout votre être, hein, comme cet œil qui regarde l'intérieur de votre être et qui va apporter cette énergie de compassion, cette énergie d'accueil, d'écoute et de soutien à tous ces enfants intérieurs qui ont été blessés et de devenir votre propre mère ou votre propre père intérieur, car c'est à vous en fait d'aller contacter ces enfants blessés et c'est à vous d'aller les embrasser, d'aller les écouter, d'aller les soutenir, un peu agir comme une sorte de tuteur ou d'agir comme un parent tout simplement et de les soutenir dans ce qu'ils ressentent, hein, les écouter aussi et les accueillir dans ce qu'ils ont envie d'exprimer et de dire. C'est très important. Et ça va en fait vous aider au fur et à mesure à décharger les accumulations émotionnelles, hein, qui sont vraiment comme des bombes à retardement, ce que disait Anne-Laure tout à l'heure, qui sont souvent prêtes à exploser, soit par différentes expressions. Ça peut être des crises personnelles, ça peut être des maladies aussi, hein, les émotions refoulées peuvent ressortir en symptômes physiques, en maladie. Donc simplement d'aller accueillir, contacter ces enfants blessés, les écouter, hein, et puis agir comme un parent, les rassurer, les aider à grandir. Le but étant de les débloquer de ces phases. Alors quand vous allez les contacter, vous allez voir, ils sont généralement, alors on peut le faire en hypnose, on peut le faire en méditation, on peut le faire en état modifié de conscience. Quand vous les contactez, vous allez rencontrer des enfants tristes, des enfants dans des états émotionnels assez forts hein, quand même. Donc la charge émotionnelle est très forte. Mais dans un état modifié de conscience, ça permet quand même de pouvoir faire ce travail sans trop être submergé par la vague émotionnelle. Alors, ça peut se faire aussi en plusieurs fois, car des fois, ça peut être extrêmement puissant. D'ailleurs, c'est pour cela que généralement, ces énergies sont enfouies, hein, parce qu'elles sont trop puissantes. Hein. Il faut une solidité pour pouvoir les accueillir. Les accueillir en détachement, en retrait, c'est la meilleure solution pour en fait décharger les accumulations sans rentrer dans des états de déstabilisation. Voilà, parce que ça peut être vraiment très très dur hein, quand même. Hein. Donc selon mon sens, selon mon opinion, ce travail va permettre de décharger les charges émotionnelles en douceur. C'est pas, le but n'étant pas de se mettre dans des états pas possibles, mais au fur et à mesure de se décharger. Alors ça va en fait procurer pour moi beaucoup plus de maturité, c'est-à-dire plus de stabilité émotionnelle. On pourra aussi débloquer, vous pourrez débloquer, comment dire, une véritable abondance de vie, hein, parce que souvent, des enfants blessés, bloqués dans des situations intérieurement, sont à l'origine de blocages au niveau de votre propre abondance. Alors l'abondance est à tout niveau, hein, bien sûr. Mais une blessure peut bloquer, par exemple, l'abondance matérielle. Hein, si vous avez été, par exemple, blessé dans votre valeur personnelle à un moment donné de votre vie, enfin de votre enfance, et que si ça n'a pas été débloqué, si c'est encore latent, votre vie matérielle en tant qu'adulte est bloquée par cette charge émotionnelle. Hein, donc en débloquant cette situation, hein, cette ancienne blessure, vous pouvez, c'est comme si vous retiriez un barrage qui retenait toute l'eau en amont.
Là, ça va vraiment tout libérer. Donc, plus de maturité, donc plus d'assises, plus d'ancrage, et surtout recontacter l'enfant initial, l'enfant original, qui est plein de candeur, plein d'innocence, plein de joie, plein de vie. Et l'extraction en fait de ces parts blessées vont faire réapparaître ce qui était repensé au premier schéma que je vous ai présenté, va permettre de refaire apparaître tous ces enfants qui sont derrière, jusqu'au divin. Donc refaire apparaître ce rayonnement divin et cette, on va dire, cette joie naturelle, voilà, qui quelquefois peut être complètement éteinte au regard de tous ces poids que vous portez. Donc voilà, pour moi, l'ego d'apparat est dissous, se dissout au fur et à mesure. Nous sommes beaucoup plus aussi en capacité d'accueillir nos états émotionnels, sans les bloquer, peut-être, ça peut être aussi l'inverse, ça peut être l'hyper-émotivité, c'est-à-dire réguler aussi l'hyper-émotivité. Voilà, le monde émotionnel devient beaucoup plus sain, voilà, et non pas destructeur. Et pour finir, après, on va donner aussi avec Anne-Laure, donner d'autres solutions de travail sur l'enfant intérieur. Alors, pour juste finir sur ça, et puis après, on va vous donner d'autres clés. Alors, à mon sens, j'ai eu cette image-là tout à l'heure. Donc, à mon sens, nous pouvons nous comparer en tant qu'adultes à un arbre. C'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure. Donc, ici, dans mes racines, sont mes ancêtres, mais pas que. Il y a aussi les mémoires de l'humanité, les mémoires de la Terre. Tout ça, c'est dans mes racines. Mes personnalités ou ce que je suis aujourd'hui, c'est le tronc. Donc, mon individualité, ce que je suis aujourd'hui. Et les branches ou les feuilles, représentent ma réalisation personnelle, mon élévation peut représenter aussi le divin. Donc, bien évidemment, si je coupe une partie de l'arbre, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, car j'ai besoin du terreau, de la nourriture, de ma base, de mes racines, qui sont mes ancêtres, et encore plus loin, toute l'humanité, et encore plus loin, toute la mémoire de la Terre. Donc, si je suis coupée de cela, je suis coupée d'un terreau et d'une nourriture très importante pour mon équilibre et puis ma maturité. C'est ce qui permet la maturation, c'est ce qui permet de maturer mon énergie vitale, primaire, qui va monter jusqu'aux branches, qui va pouvoir alimenter cette élévation, cette réalisation. Et en échange, ce divin qui va être capté par mes feuilles et qui va venir ensemencer mes terres, ensemencer mon corps et mes cellules pour les réactualiser et puis pour pouvoir continuer à grandir. Donc évidemment, si je coupe une portion de cet arbre, si j'enlève les branches ou si j'enlève le tronc, si j'enlève les racines, je vais en fait couper la libre circulation de tout ce phénomène qui me fait grandir. Donc là, on pourrait dire que mes blessures se trouvent dans le tronc. Donc elles vont agir un peu comme des sortes de barrages qui vont empêcher de faire monter la sève ou de la faire redescendre dans mes racines, dans mes cellules. De libérer ces capsules de mémoire rejetée, reniée ou ces blessures me permet d'avoir une libre circulation plus saine des deux énergies finalement dans lesquelles je suis traversée, donc de la terre au ciel et du ciel à la terre.
Voilà pour finir. Alors, toi, est-ce que tu aurais des choses à compléter, notamment pour... En loyauté, Ouais, pardon, ouais, pour reprendre l'arbre, oui, effectivement, ça nous amène aussi à revisiter ensuite effectivement nos loyautés familiales, mais ça, on l'abordera aussi samedi prochain, oui. pareil, tout juste là, avec le chakra de la gorge. Donc, je vous invite aussi à participer samedi prochain, parce que tout a un sens et s'agence subtilement. Revisiter son enfant intérieur, ça permet aussi de s'autoriser, souvent c'est un contrat d'âme aussi, hein, par loyauté, à être adulte, même si nos parents ne le sont pas. Et effectivement, en thérapie, tu en as parlé tout à l'heure, souvent il y a un blocage, un non-pardon de fait, ou en tout cas un désir de l'enfant d'être toujours le petit enfant de ses parents. Sauf que effectivement, ce passage, cet enfantement, cette renaissance que l'on vit, eh bien, c'est justement de comprendre aussi d'un point de vue de l'âme que ce ne sont que des contrats d'âme. D'un point de vue de l'âme, on aime toutes les âmes, même nos petits ennemis, inconditionnellement. Et chaque âme est là pour nous amener justement à la connaissance de nous-mêmes. Et souvent, en fait, il y a cette bascule qui a besoin d'être faite, de s'autoriser en fait à sortir de ce triangle de Karpman, où en fin de compte, où on se maintient en fait en état beau, victime, sauveur par rapport à nos propres parents ou par rapport à nos propres enfants. Je vois plutôt ce matin dans la matinée, j'ai une séance avec une personne euh, qui est maman, voilà, qui est dans le domaine médical aussi, et puis qui rencontre un peu des, des problèmes avec ses enfants dans la notion de comment je gère mes enfants. Mon enfant est colérique, il a 6 7 ans, etc. Et puis on a pu justement revisiter que nos enfants, ils sont là aussi pour nous mettre en lumière les blessures que l'on porte, hein, et souvent à date anniversaire par rapport au traumatisme que nous-mêmes on a vécu. Mais seulement, qu'on le conscientise ou pas, on n'a pas besoin, à mon sens, de revisiter ces blessures. Quand ça a besoin d'être mis en lumière, ça Oui. l'est. Ça l'est mis parce qu'on le vit dans la matière. On vit une émotion désagréable. Et donc, c'est une opportunité d'aller à la source de cette blessure, quelle que soit son origine. Mais là, on a pu justement rassembler les morceaux du puzzle en identifiant que si il réagissait donc dans un trop, c'est-à-dire par des colères, il est ingérable, voilà, balance les objets, etc., etc. Donc, du coup, en fait, ça a suscité, elle qui n'est absolument pas colérique à la base, de l'impuissance, une frustration et une colère aussi, puisqu'elle n'arrivait pas, malgré toutes les cas de figure d'adaptabilité par rapport à cette situation, à s'adapter au comportement de son enfant et surtout à l'apaiser. Et effectivement, son enfant était là pour lui montrer une même blessure de rejet que lui refoulait, qu'elle rejouait, tu vois. Et donc, nos enfants, ils sont là vraiment comme, c'est nos enseignants, hein, aussi quelque part. S'il y a quelque chose qui se passe, souvent c'est des points de tension les plus douloureux, quand on vit avec nos enfants des situations émotionnelles douloureuses, ou quand on vit aussi des divorces, et quand on revit aussi de l'injustice à travers des divorces. Voilà, c'est bon de balayer tous les spectres de notre vie comme ça, en identifiant, en fin de compte, quel enseignement je suis en train de vivre. Parce que l'autre m'enseigne toujours quelque chose. Après, c'est ce que je vais en faire finalement. Voilà. Donc, en ça, effectivement, nos enfants, comme nos parents, nous aident en chemin, comme nos chéris. Ensuite, si tu veux, on va passer à quels soins apporter, quelles clés en tout cas on a récoltées l'une et l'autre. Justement, Marie-Paul, elle a une question à ce propos-là. Est-ce que pour se connecter avec lui, donc avec l'enfant intérieur, on gagnerait à poser la main ou une pierre sur le plexus solaire? Est-ce bien là qu'il est? Auquel cas, quelle pierre, hein, effectivement, où est-ce qu'on pourrait situer, je dirais, l'accès à l'enfant intérieur? Alors pour moi, je le situe à plusieurs niveaux, donc c'est compliqué parce que il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a le bassin, hein, le bas-ventre, qui va vraiment être relié, qui va vibrer avec euh, notre monde émotionnel. Donc finalement, notre enfant intérieur, hein, latent, hein, celui qui a été blessé aussi, hein, dans
dans notre bas-ventre, on porte beaucoup toutes ces lourdes mémoires et plus anciennes mémoires liées à notre enfant intérieur. Après, dans les chakras plus hauts, oui, on peut bien sûr aussi le rencontrer. Vous voyez, je faisais le lien aussi avec l'enfant intérieur, le divin. Le divin, il est au niveau du cœur. Vous voyez, donc ça dépend à quel niveau tu veux travailler, en fait. Et dans les plexus solaires ou au niveau de la gorge, on va travailler sur l'expression, en fait, de l'enfant intérieur. Tu sais, on parlait justement de la blessure d'enfant qui fait que l'adulte est défragmenté. Oui, Quand on retrouve notre unité, en fait, on est le tout. C'est ça où c'est infiniment complexe et infiniment vaste. Finalement, dans chaque chakra, il y a le tout, il y a toutes les fréquences, toutes les couleurs, etc., etc. Mais c'est bien par la compréhension progressive de nous-mêmes qu'on accède à ce tout. Sinon, c'est comme si on se mettait les doigts dans une prise à 500, à 500 volts. Donc, si, par exemple, tu te sens attiré de mettre telle pierre de telle couleur, c'est ça aussi. C'est de redonner. Mais non, tu peux le faire. C'est de dire à cet enfant, fais-toi plaisir. C'est toi qui sais. Alors que l'adulte, tu as dit non, 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 tu fais pas, tu vas faire mal, tu te tais, tu vas tomber, tu vas. Non, c'est justement, c'est toutes les parties de soi qu'il faut laisser rejaillir, quoi, cette spontanéité. Donc, effectivement, spontanément, en plus par rapport à ce que j'ai expérimenté, le plexus, oui, parce que c'est l'archétype de l'enfant intérieur, c'est son siège, oui. des émotions. Mais comme tu le dis, c'est vrai, il est aussi ailleurs, puisqu'on est un. Et, euh, et puis, tout ce qui est bon et qui nourrit cet enfant physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. En fait, là, ce que j'ai envie de dire, c'est aller demander à votre guide intérieur. Votre guide intérieur, il est dans votre cœur. Donc, c'est votre divin. Lui, il le sait. Donc, vous rentrez en introspection, vous fermez les yeux, vous vous détendez et vous demandez à votre guide intérieur de vous donner dans votre corps l'endroit où se trouve l'enfant blessé. Donc, si vous pensez particulièrement à une situation, je pense que si tu poses la question, c'est que tu as quelque chose en tête de bien précis. Donc, demande où se situe cet enfant blessé et tu attends une réponse. Cette réponse, elle peut être directe tout de suite, instinctive, donc tu la considères bien évidemment, ou bien tu peux ressentir que ça met un peu de temps, donc tu restes en retrait, tu attends, et surtout tu attends que la réponse soit évidente. Voilà. Ça peut être une pression au niveau du corps, dans le corps, ça peut être des différentes sensations, ça peut être des visions, ça peut être ou simplement le je sais que c'est là. Le je sais, il faut lui aussi lui faire confiance. Donc, instinctivement, pour moi, si vous vous connectez un temps soit un peu à votre maître intérieur, vous savez exactement où ça se trouve. Après, c'est vrai qu'il est mieux de faire correspondre la couleur de la pierre en fonction du chakra dans un premier temps. Voilà, pour faire simple. Mais les mémoires les plus lourdes, pour moi, elles se trouvent dans le bas du corps. Hein. Donc, de toute façon, si c'est un émotionnel très enfoui, ça va être situé dans le bassin bas-ventre, généralement. Si c'est plutôt des difficultés liées à l'expression émotionnelle, on va plus se situer sur le plexus solaire ou sur la gorge. Il faut véritablement s'écouter. Alors après, il y a des huiles essentielles aussi, Anne-Laure. Oui. Alors, celles que j'ai expérimentées et qui m'ont plu et qui m'ont bien aidé, c'était le citron. On en a parlé pour le plexus, quand on a fait le webinaire sur le plexus solaire. Et citronné, oui. Voilà, parce que ça va. Donc, pareil, en alimentation aussi, quand c'est possible, par rapport aux huiles, bien sûr, tout ce qui est jaune, etc. Au citron, il travaille vraiment sur la joie, sur l'optimisme et sur les mémoires cellulaires pour libérer des dépendances. La clémentine. La clémentine, elle joue vraiment sur cette joie, ce peps, cet enfant intérieur, cette créativité. Le mandarinier, pareil. En plus, ça sent très bon en huile essentielle, c'est excellent. Et la mandarinier va travailler plus sur la conscience du présent, de l'écoute de son enfant intérieur et la conscience du présent.
Et puis à la fois, c'est vraiment une force de vie stimulée, de l'enthousiasme, de la joie. C'est quelque chose, c'est une huile essentielle qui est vraiment tonique. Le cèdre de l'Atlas va plus travailler sur la blessure de trahison, par exemple, voilà. Ou sur la sensation de ne pas habiter son corps ou d'être pas bien dans son corps. Le géranium, j'en avais parlé la dernière fois, va repousser le négatif et les situations d'échec, le manque de discernement, les peines de cœur, les injustices, voilà, c'est le géranium. Et je trouve qu'elle est vraiment super. En plus, elle agit sur 3, 4, 5, 6, enfin, sur plein de chakras, le géranium. La Lycéa, j'aime beaucoup celle-ci, je la conseille souvent, c'est la verveine en fait, où là c'est vraiment foi et joie. Elle redonne de l'espoir. Elle sent un petit peu une odeur de chocolat d'ailleurs. Et pour tout ce qui est terrain, dépressif, les angoisses, l'anxiété est très bonne. Donc là, soit en olfacto pour ces huiles essentielles, soit quelques gouttes dans une huile d'amande douce et que vous massez votre plexus à l'avant et puis aussi au dos. Voilà. Très bon les huiles essentielles. Après, effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est prendre soin de cet enfant. On n'a pas grandi en un jour. Hein. Notre enfance, c'est sur plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est prendre soin de soi au quotidien. Mais c'est vrai qu'on a pu expérimenter avec Séverine et je pense que c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est une vraie bénédiction quand on est vraiment dans cet axe de vie et qu'on retrouve cette joie. Donc, je reprends le texte de Matthieu 18. Quand on revient à soi, voilà, spontané comme un enfant, quand on dit Dieu, c'est toi qui sais, que ta volonté soit faite en moi, et bien finalement, c'est là où on reçoit tout, cette richesse, la richesse sous toutes ses formes de la vie. Donc il n'y a plus de montre, il n'y a plus de il faut, c'est juste être. Donc pour ce faire, apprendre à se faire plaisir, à reconnecter ses propres besoins. Ça aussi, pour moi, ça a été un vrai travail. De reconnaître soi-même. Voilà, et de s'autoriser d'assouvir ses propres besoins. Aussi simple soit-il, hein, finalement. C'est pas très compliqué. Hein. Sauf qu'on nous a dit que nos besoins étaient un tel, alors qu'en fin de compte, c'est de permettre de dire non, ces besoins-là, j'en ai pas besoin finalement. C'est pas l'essentiel pour moi. Mais par contre, mon enfant intérieur, pour vous apporter la vibration que je vous apporte aujourd'hui, il a besoin de soleil, comme une plante, il a besoin d'aller respirer tous les jours à l'extérieur. Non, je ne peux pas rester confinée. Moi, c'est la mort, pas possible. Donc, je fais le minimum vital, on va dire, parce que je suis les règles. Il a besoin d'une nourriture qui ne soit pas industrielle, parce que ça ne nourrit pas. Ou sinon, du coup, il va compenser, il va avoir des addictions au sucre ou addictions à des produits industriels. Et ça, ils sont très forts pour nous emmener là-dedans aussi. Hein. Je sais parce que j'ai commencé le coca à l'âge de 12 ans, ça ne m'a jamais quitté. Mais je dis pas, non, mais c'est vrai, il faut être. Bon, je laisse à mon enfant intérieur boire un petit peu de coca, même trop. Mais c'est pas bien, je sais, mais à la fois, c'est. Voilà, je ne peux pas tout. Voilà, c'est progressif, on va dire. Mais par contre, oui, les recettes de grand-mère, c'est pas pour rien qu'elles nourrissaient, qu'on a d'aussi bons souvenirs. C'est parce que ça a du sens, parce qu'il y a de l'amour. Dès l'instant où on met de l'amour dans ce qu'on fait, que ça soit une création artistique, que ça soit une marche, qu'on le fait en conscience, que ça soit des exercices corporels, de la cuisine, de la méditation, des échanges avec nos amis, des rires. Voilà, c'est retrouver cette joie enfantine. Et on a été habitué de penser qu'en fin de compte, c'était ridicule d'exprimer quelque part ce côté enfantin. C'est pas ridicule du tout. Au contraire, c'est très intelligent. C'est très intelligent d'exprimer, à mon sens, hein, d'exprimer son enfant intérieur et de s'autoriser cette spontanéité, cette joie. C'est bien plus intelligent que d'être inauthentique, parce que pour moi, c'est l'inverse de la sagesse, justement. Mais ce qu'il y a aussi, Anne-Laure, c'est qu'on se constate souvent en thérapie, par les personnes qui viennent nous voir, c'est qu'elles n'ont pas coupé le cordon avec leurs parents. Et elles sont toujours, à l'intérieur, les enfants blessés sont toujours à la recherche de la validation et de la reconnaissance parentale. Ça, c'est quelque chose que je retrouve quasiment, même si la personne vous dit dans son conscient, justement fonctionnel, oui, non, j'ai pardonné, je ne leur en veux plus.
ou par exemple, ou l'inverse, hein, avec des sentiments très forts de colère, etc. Il y a toujours à l'intérieur, enfin, vraiment pour la plupart des personnes, toujours à l'intérieur cette recherche. Hein, c'est une recherche qui va de l'intérieur à l'extérieur, de la validation et de la reconnaissance. Et si on n'arrive pas à l'obtenir par les parents, on va essayer constamment de la retrouver avec quelqu'un d'autre ou avec notre entourage. De tout le temps chercher à être validé au niveau extérieur. Ça va vous indiquer à quel point vous avez encore ce lien qui est encore présent, car ces enfants intérieurs blessés sont encore en train de vivre à l'intérieur. Hein. Si vous voulez, quand vous rentrez dans l'espace de cet enfant blessé, vous allez vous rendre compte qu'il est au présent. Il n'est pas dans le passé, il est toujours, il est dans le présent. Et en fait, le décor est toujours le même. Pour cet enfant, il n'a pas changé. C'est comme si c'était figé, même si c'est une scène ou quelque chose qui s'est produit pour vous il y a très longtemps. Pour cet enfant intérieur, c'est encore actuel. Donc il y a une part de vous qui vit en fait en parallèle. Et en fait, c'est d'où cette recherche qui est toujours là, même si vous avez l'impression d'avoir coupé avec vos parents. Oui, mais non, l'enfant, lui, blessé, il est toujours à l'intérieur de vous, dans cet instant présent, en permanence avec vous, et il est toujours en train de rechercher la validation de ses parents. Donc ça, si je peux vous donner une indication, c'est bien celle-là. Regardez à l'intérieur de vous. Si ces enfants blessés, alors déjà de les contacter, ensuite de les reconnaître, de les écouter, etc. Mais regardez aussi si ces enfants sont toujours en recherche d'une validation d'un des parents, voire les deux. Et en règle générale, cela manifeste chez vous des comportements très spécifiques vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire rechercher tout le temps à être validé par l'extérieur. Donc faire des fois plus que ce que vous pouvez faire généralement, hein, pour essayer de démontrer que vous avez le droit d'avoir une place, hein, la place que vous attendez qui soit validée par vos parents pour pouvoir la prendre. Donc une fois que vous avez bien compris cela, vous allez gagner en liberté et vous permettre de vous valider vous-même. Voilà. Et ça, vous allez voir, c'est extraordinaire parce que en fait, vous ne ressentez plus le besoin de vous justifier de vos actes, parce que ça aussi, c'est significatif. Hein. Quelqu'un qui dit oui, je vais faire ça parce que, ou je ne fais pas ça parce que. Il n'y a pas besoin de justification. Vous dites voilà, je ne peux pas faire ça. Point. À partir du moment où on essaie de justifier, c'est parce qu'on n'est pas à l'aise avec cet acte et c'est encore en lien avec les injonctions parentales ou les validations parentales. Voilà. Reconnaissance et rejet, ça va de pair. Et tant qu'on ne s'est pas auto-reconnu, comme tu dis, par rapport à nos propres parents, voilà, par rapport à nos propres enfants en tant qu'adultes, par rapport à tout autre univers au fur et à mesure, en fait, hein, c'est comme une spirale, eh bien, on est tous d'accord que si on veut impacter ou créer justement ce changement, ce nouveau paradigme, il faut qu'on soit dans une assise, dans une confiance en nous-mêmes, absolument voilà, sans faille, je dirais, en tout cas bien sur notre socle de vérité qui est propre voilà, à nous-mêmes, parce qu'effectivement, cette peur du rejet, elle est très collective, hein, la peur d'être exclu du groupe. Oui. Et on la vit individuellement, hein, mais c'est vrai que notre rapport à nos parents, cette blessure de non-reconnaissance ou de peur du rejet, on la vit aussi, c'est une opportunité de la travailler pour ce qu'on est aussi amené à vivre et à rayonner à travers la mission de notre âme. Enfin. Sylvie pose une question. Huile essentielle pour la foi et l'espoir, c'est laquelle? Litia. La Lithia. C'est une sorte de verveine, c'est ça? Ouais. C'est la verveine citronnée, non? Ou c'est quelle verveine? Ouais, d'accord. Ouais. Excellente aussi pour se détendre. Aussi, la verveine, en fait, est un anti... Oui, ça calme au niveau anxiété, etc. Elle redonne de l'espoir. Elle est très, très bien.
Voilà, même les feuilles de verveine, on fait des tisanes de verveine, c'est très bon. Et avant de dormir, pour bien dormir, c'est un sédatif naturel. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Vous passez soit par le vocal, c'est-à-dire vous levez la main et on vous fait intervenir en ligne avec nous. Vous pouvez aussi toujours écrire vos questions en texte, si vous voulez. Ensuite, pour les soins de l'enfant intérieur, comme tu disais, il y a des exercices qui peuvent être faits seuls ou accompagnés en thérapie en présentiel ou à distance, sur l'exercice de la maison du corps aussi, c'est-à-dire en état modifié de conscience ou après votre méditation, par exemple, vous pouvez aller revisiter le temple qu'est votre corps, parce que c'est bien à travers notre corps qu'on expérimente justement notre vie, et de voir votre corps comme votre maison et d'aller visiter chaque pièce de cette maison et d'aller observer, noter à la fin de votre visite intérieure comment était la cuisine, comment était le salon, comment était... C'est très parlant ensuite sur l'état de la maison et qui reflète aussi les blessures que l'on porte. Voilà. Par contre, c'est vrai que vous pouvez utiliser, quand on parlait tout à l'heure des pierres, je pense aux rayons. Encore une fois, soit vous êtes déjà initié aux rayons sacrés, soit vous faites appel à des thérapeutes comme Séverine et moi qui sommes initiés. Parce que la rayonnance sacrée, comme les fréquences, c'est, à mon sens, en tout cas, des clés essentielles et sacrées dans notre processus d'évolution et de guérison physique, émotionnelle et mentale. Et le troisième, on avait parlé pendant le webinaire sur le plexus solaire. La pierre, ça serait le rayon rubis. La rayonnance du troisième plexus, c'est le rayon rubis or. Voilà. Donc, pour activer justement ce don d'harmonie, de paix intérieure, de sérénité. Et puis ensuite, voilà, moi, sur mon propre chemin, à travers les soins de la méthode Agapé, j'ai fait un certain nombre de soins qui ont été un processus de guérison pour moi-même, progressif, notamment la libération des loyautés familiales, cette renaissance de l'enfant intérieur, et le protocole aussi du pardon, qui sont des protocoles utilisant en fait les techniques d'hypnose, donc de la voix pour réinformer l'inconscient et les vibrations cristallines. On comprend que la mémoire de notre corps, c'est bien de mettre en confiance ou de mettre en conscience, pardon. J'ai souvent des personnes qui me disent, mais ça, je sais. Oui, on le sait, mais on vibre toujours la blessure correspondante. Donc, c'est bien de le savoir, de conscientiser, par le mental, mais il faut que ça descende dans le corps. Voilà. Pour que ça descende dans le corps, encore une fois, c'est ce système de bassin, de roue d'énergie. Et tant que nos bleus, tant qu'on maintient en fait ces cristallisations des blessures émotionnelles dans notre système informationnel cellulaire, eh bien, ça continue. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en état modifié de conscience. Oui. Et les vibrations cristallines, c'est ce qu'on utilise tous les jours aujourd'hui, de façon si courante, ce téléphone, c'est comme ça qu'on peut se parler, qu'on peut se voir à distance, etc. On en a 8 grammes dans le corps. Donc, utiliser les fréquences, les sons qui correspondent à vos chakras pour aller retrouver la vibration de votre âme, c'est un outil qui est super puissant. Nous, on l'utilise, Séverine. Moi, c'est mon outil à travers la méthode Agapé avec la voix. Mais toi, tu sais, quand j'ai fait... c'était... Je suis. L'atelier Je suis. Ah oui. Ah oui, oui. Oula. Il y a longtemps, mais il y avait un aussi. Et c'est d'une puissance extraordinaire parce que vous empuissancez la mémoire de vos cellules, votre processus de guérison par 15 000. Voilà. C'est scientifiquement prouvé, cette énergie du quartz. Donc, utilisez ces vibrations, ces sons, ces couleurs pour accélérer ce processus de transformation parce que sinon, effectivement, rien qu'en hypnose seul, on peut mettre beaucoup, beaucoup de temps à aller restaurer un certain nombre de mémoires et revisiter toutes nos mémoires. À mon sens, que ce soit nos mémoires karmiques ou nos mémoires de notre enfance, si c'est pour remuer la base, pour voilà, en écumer juste un petit peu, c'est pas la peine. Là, on est dans un processus où il faut faire le taf. On nous demande, notre âme nous demande de faire le taf et de le faire rapidement et efficacement. Il y a Cynthia qui a posé une question. Je rêve souvent de la maison où j'ai grandi. Est-ce que cela a un lien?
par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense, la maison, l'état de la maison. Aussi, à chaque fois que je rêve de ma mère, je suis toujours en conflit avec elle. On a une relation inversée, c'est plutôt moi l'adulte. Ça peut être aussi la mère intérieure. C'est pas forcément ta maman, mais il y a forcément un pont, un lien. Mais il faut voir si ce conflit que tu as en rêve, est-ce qu'il est présent dans la vie ou pas? S'il n'est pas Oui. présent, ça dépend. Ou bien Donc, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé que tu exprimes pendant le rêve. Oui, pardon, Anne-Laure. non, non, tout à fait, j'allais dans ton sens en disant comment il se rejoue, est-ce qu'il y a une fréquence, est-ce que c'est le même rêve? En fait, on ne peut pas analyser sur juste une phrase, il faut rassembler tous les morceaux du puzzle. Soit c'est un conflit avec ta maman en réel que tu n'as jamais exprimé, donc tu l'exprimes dans ton rêve. Soit c'est avec la mère intérieure. Est-ce que tu es en conflit avec ta mère intérieure? Est-ce que ton enfant intérieur est en conflit avec ta mère intérieure? Est-ce que ouais, relation inversée, c'est plutôt moi l'adulte. Ouais. Faut regarder comment ça résonne par rapport à ta réalité et à ton monde intérieur. Est-ce que c'est ton monde intérieur ou c'est la réalité extérieure et du coup ça s'exprime dans tes rêves? C'est vrai que là, interpréter, il faut vraiment que tu analyses d'abord ta situation pour mettre dans le contexte. C'est ça, c'est que tout a un sens, mais on ne peut pas prendre juste un élément et demander une analyse, tu vois, et demander une analyse où déjà c'est te guider vers ta propre analyse et ta propre compréhension, avec, comme dit Séverine, tout ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et Dieu sait si on nous présente, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait au tout début de la conférence, oui, c'est pas évident au niveau émotionnel parce qu'on nous présente beaucoup de situations pour pouvoir progresser, beaucoup d'enseignements, etc. Donc il faut faire le tri aussi. Mm. Et Mm. ensuite, il faut faire le taf, il faut le laisser descendre dans la matière. Alors Cynthia a répondu, je pense que ça refute la réalité. En fait, en refute, c'est reflète. Donc à mon avis, il y a un lapsus très intéressant. Je pense que effectivement, tu ne t'autorises pas encore tu réfutes en fait ça reflète en même temps. Donc quelque chose que tu n'as pas encore accepté ou que tu t'autorises pas à exprimer et tu le rêves en fait. Ça va venir avec la maturité, hein, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas exprimé et là tu es en conflit avec cette histoire. On sent, hein. Donc voilà. Et c'est pas évident parce que c'est le moment on a un retournement en fait de nos valeurs, de nos conditionnements profonds. Mais je trouve que dans le monde thérapeute, il y a énormément d'enfants qui n'ont pas eu réellement d'enfance. Ce cas, enfin, cette situation d'être le sauveur ou d'être l'adulte pour son père ou sa mère, je crois qu'on a pour la plupart vécu en fait. Alors il y a non seulement, c'est vrai, euh, une ancienneté d'âme qui fait que on n'a pas forcément les mêmes comportements que certains enfants. Donc, on a une maturité qui est plus importante. Ce qui fait qu'on se retrouve très facilement dans le rôle du guérisseur, du sauveur pour nos parents, en fait. Donc, ce qui nous manque pour beaucoup, et ce qui est justement un travail que l'on fait très tardivement, ce qui expliquerait pourquoi on fait ce travail tardivement, d'aller recontacter l'enfant intérieur parce qu'il n'a pas pu avoir sa place au moment où ça devait l'être. On a été dans le rôle d'adulte très, très rapidement. Et l'enfant, en fait, commence à taper à la porte et de nous dire qu'il a été oublié. Donc, c'est le moment de l'embrasser, le recontacter, parce que sans ça, on ne va pas très loin. Il nous manque énormément de ressources et de stabilité et de stabilité, voilà, pour avancer. Mais je trouve que c'est quelque chose de très commun à nous tous, hein, qui travaillons dans les médecines parallèles. Je trouve que c'est quelque chose qui revient très souvent. Et c'est pour ça qu'il y a des grosses crises personnelles
à un moment donné dans la vie, hein, c'est que l'enfant vient se manifester, hein, on l'a oublié. Hein, c'est lié aussi à notre humanité qu'on a du mal à accepter aussi. L'enfant intérieur est très relié à l'humanité puisqu'il est humain, beaucoup plus humain que l'adulte, puisqu'il est dans l'émotionnel, dans les plaisirs, etc. Et avoir été adulte un peu trop tôt dans sa vie nous a obligés aussi à s'écarter de l'humain, à devenir des surhumains. Mais tant qu'on n'a pas réintégré ces parts, on ne peut pas évoluer sainement dans ce monde. Oui, tôt ou tard, parce qu'il est là de toute manière, c'est ce que je vous disais, il est là, il est dans l'instant, il n'y a pas vraiment de temps hein, à l'intérieur de soi, il n'y en a pas. Il est dans l'instant présent, il vit en fait en parallèle. Donc à un moment donné, il toque à la porte. Hein. Ça, on ne peut pas passer à côté. Qu'est-ce qu'il me demande? Tu parles de cristaux et des vibrations pour guérir. Oui, oui, parce que dans la méthode que j'utilise des techniques d'hypnose, donc le verbe et les bols de cristal. Donc c'est la méthode agapée. Mais si vous avez un bol de cristal, utilisez-le. Voilà. Je ne sais pas quelle fréquence vous avez, est-ce que vous savez vous en servir et tout ça, mais c'est une puissance. Voilà. Pour se placer en état modifié de conscience, par exemple, quand on veut faire un travail sur soi-même et qu'on est confiné et que voilà, on peut, on peut aller revisiter justement, faire l'exercice de la maison du corps ou les exercices dont tu as parlé tout à l'heure, en se plaçant en état modifié de conscience, parce qu'en quelques minutes, en fait, les vibrations cristallines, elles viennent en résonance avec notre mémoire cellulaire. En fait, c'est comme si on avait une bibliothèque intérieure de 100 000 milliards de cellules et il y a des amalgames, en fait, ces nœuds, ces cristallisations qui sont blessures émotionnelles, donc bleues dont on a parlé, et c'est un amalgame de cellules qui sont désordonnées, en fait. Et en fait, quand on utilise les vibrations cristallines, puisque un cristal de quartz, c'est semi-conducteur et mémoriel, donc en fait, la fréquence parvient à la mémoire de votre peau avant même que les oreilles n'entendent le son. Ça va réagencer ce mécanisme informatif cellulaire. De la même façon qu'on envoie un email d'un ordinateur à un autre. C'est la même énergie, d'une fréquence à une autre, d'un bol de cristal à votre énergie cristalline. Oui, c'est de la réinformation. Voilà. Donc, et ainsi, on peut activer l'ADN. J'ai les protocoles de soins où, en fin de compte, c'est avec les injonctions verbales pour aller, notamment aussi avec la rayonnance sacrée, on va justement dégommer les programmes qui sont obsolètes pour replacer les programmes obsolètes et déployer en fait l'ADN dans le codant. C'est relativement simple en fait. Hein. Eh oui, nous sommes des disques durs, des ordinateurs, tout simplement. Et Caroline qui confirme, qui est passée par toi. Ah oui, Caroline. Oui, Caroline. Oui, oui. Bah, oui, merci Caroline. Mais oui, et on s'attire aussi en résonance. Donc, en fait, toutes les clés qu'on a reçues, Séverine et moi, etc., on est sur la même fréquence, sur la même vibration, sur la même résonance. Là, d'ici quelques mois, il nous faut encore intensifier ce travail parce qu'on impacte aussi le monde de demain. Donc, plus on est justement dans cette vibration cristalline, pure, nettoyée, etc., voilà, on n'est pas des saints non plus, quoique, mais plus justement par notre rayonnement, en fait, on n'a rien d'autre à faire qu'à être. Et tout se met en place, on nous rassemble, voilà, c'est tout est juste. Surtout si vous vous destinez à devenir des aidants ou des thérapeutes. Hein. Ça, c'est un travail euh, incontournable pour être sain, parce que sinon on ne pourra pas aller plus loin, vous ne pourrez pas aider dans le bon sens. Hein. C'est être un pilier pour l'autre, un socle. Hein. Si vous n'avez pas votre propre socle, Ah oui, on peut aider que dans la mesure où on s'est guéri soi-même. Sinon, on n'est pas authentique. ah Voilà. bah non, 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 il va y avoir des problèmes. Donc c'est vrai que c'est un acte de courage, voilà, voilà, un acte de foi même. À ce Ouais. moment-là. Ah oui, mais Sylvie aussi. Merci Sylvie. Puis il y a Céline aussi.
Céline qui a un enfant Ah oui, intérieur, au niveau créativité, ah oui, des potes. oui, oui, Merci à toutes. Bon, on a fait 2 heures là. oui. Bravo d'avoir tenu. C'est vrai, hein. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va finaliser ce webinaire. Donc, il sera visible toujours en replay sur Facebook et on fera circuler l'enregistrement aussi pour que vous puissiez revoir aussi la vidéo. Donc, si vous voulez si, si vous voulez les documents, n'hésitez pas à demander aussi par mail. Voilà, les schémas, etc. Ou bien par la suite, hein, bien sûr aussi des questions, n'hésitez pas à nous solliciter de ce qu'on peut vous transmettre. Oui, merci de partager aussi. Je pense que dans une même vibration, certainement que vous attirez aussi des personnes sur la même vibration que vous, qui ne sont peut-être pas au niveau de conscience que vous avez. Et par justement votre cheminement personnel, votre rayonnement personnel, c'est vrai que ce serait utile aussi de répandre ces informations à celles et ceux que vous pensez être réceptifs, en tout cas, à ces connaissances. Parce que dans les semaines, dans les mois qui vont venir, il va falloir être plus unis que jamais, unis à l'intérieur de soi et donc unis à l'extérieur. Et je pense que c'est essentiel de se regrouper en tant qu'âme joyeuse, lumineuse, on va dire, voilà, dans la simplicité euh, pour traverser cette transition. Oui, puis profiter de cette période de calme, de retranchement pour faire le travail aussi, parce que c'est quand même un cadeau extraordinaire. Oui. Je ne sais plus qui, c'est Franck Lobvet qui dit ça aussi dans sa dernière interview sur le confinement, qui dit bah voilà, vous l'avez tous demandé, bah voilà, c'est arrivé. Voilà, vous avez un temps que rien que pour vous. Vous disiez tout le temps, j'ai jamais le temps de faire, de faire. Là, il y a le temps de faire, donc allez-y. Ouais. Donc finalement, c'est là qu'on voit si on est prêt réellement ou pas à se rencontrer. Ouais. C'est le moment. Bon, voilà, après, le déconfinement va être là, mais je pense qu'il va être progressif. On aura encore un petit délai, mais là, c'est maintenant, ça se joue, hein. C'est clair. Alors demain, on continue avec un webinaire sur le chakra du cœur. Yes! Je kiffe! Demain, donc à 14h30, on continue la saga des Ouais, chakras. Avec, on va enchaîner hein, à yes. l'intérieur, chakra du cœur. Voilà. Voilà. Taille Donc, du vous cœur. pouvez être avec Oui. nous, vous êtes les bienvenus. Mm. Et Véronique aussi. Super. Et gros bisous à tous. Bonne fin d'après-midi. À demain. À Bisous. demain. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants intérieurs. C'est le moment de les chouchouter, de les câliner, de les écouter. C'est l'heure du goûter. C'est ça? Bon, moi, je vais manger du chocolat. Et un petit thé citron gingembre. Ah non, moi, je m'autorise un petit chocolat. Bien. Bisous à tous. À bientôt, à demain. Ciao, ciao.